de très bonnes nouvelles, notamment la diminution du rythme des nouvelles contaminations et surtout la dizaine de nouvelles guérisons. Il y a également qu'on ne compte pas de cas importés. Toutefois, la vigilance reste de mise. Je vous propose d'entendre le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le ministre donc de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, ce matin chez nos confrères de la RTS. Le lundi 6 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques suivants. Sur 95 tests réalisés, 4 sont revenus positifs. Il s'agit de 3 cas contacts suivis par nos services et 1 cas issu de la transmission communautaire. 10 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc guéris ce jour. Ils sortiront de l'hospitalisation tout à l'heure. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 226 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 92 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, on a 131 cas sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population sénégalaise son appel au respect strict des mesures de protection individuelle et collective. Parmi les 4 nouveaux cas, 3 selon le tableau affiché sur le site du ministère de la Santé et de l'Action sociale ce matin, proviennent de Keur Massar. Nous avons joint le maire de Keur Massar, Moustapha Mbeng, qui, au moment où nous l'appelions, n'était pas encore au courant visiblement de cette évolution. Je vous propose de l'entendre avec Barthélémy Ngom. Nous avons eu 2 cas, pour le moment, 2 cas positifs testés au niveau du district de Keur Massar. Le premier cas, c'est une personne qui venait de Touba, qui a fait ses séjours à Keur Massar, 14 jours de séjour à Keur Massar, et la maladie s'est manifestée gravement. Il est venu au district de santé. Quand on l'a testé, il est positif. L'autre cas aussi, c'est un cas communautaire qui est venu au district. On l'a testé aussi positif. Et le gars ne savent pas où il a attrapé le coronavirus. Donc, c'est ces 2 cas qui est venu au district. On l'a testé aussi positif. Et le gars ne savent pas où il a attrapé le coronavirus. Donc, c'est ces 2 cas que nous avons, que le médecin-chef du district nous a confirmé. La situation est critique parce que les cas communautaires sont les cas les plus dangereux. Et nous en avons 2. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de sensibiliser. On est en train de sensibiliser les personnes sur les mesures qu'ils peuvent prendre pour ne pas vraiment propager la maladie au niveau de la commune. Ces 2 cas, nous avons identifié ces 2 cas. Un patient guéri du coronavirus dans ce midi. Les premiers mots de Bakary Cissé, le journaliste, rédacteur en chef du journal Record, parle au micro de RFM Matin. Il évoque sa maladie, son isolement et son traitement. Dur d'être malade du Covid-19. Mohamed Ali Mouba. Bakary Cissé fait partie de ceux qui ont chopé le virus du Covid-19. Il est guéri, mais il n'a rien perdu de ce qui lui est arrivé. Il faut dire que c'était le plus dur moment de ma vie parce que mënu comprendre fan laa ko doon chopé parce que man fopp fu ma doon dem yoroon naa sama gel et tout ma doon moytu mais bon après jëm naa remonter un tout petit peu fu ma ko war a jël ma xalaat ni foofu la. Bon Paris la war a nekk c'est à l'aéroport de Paris. Des questions, des interrogations qui laissent place au doute. waaw sama rongoñ tuuru parce que je me suis dit quelque part que ay tout tànk laa am xamuñu ma genre feebar bi bu ma dalee nan la ñuy def duñu xam seen papa et tout. Interné à Diamniadio, Bakary a été bien traité par un personnel très professionnel. Traitement à visage humain. Mais avec le Covid-19, c'est la distanciation sociale qui fait surtout flancher. Da ngay xool ni gars yi ils sont tout le temps habillés en combinaison ñoom dañuy dem ba fi familiarisé ak yow dañuy ñëw jaar sa tour mais yow doo leen mës a gis doo leen mës a xam parce que ñoom ils sont tout le temps encagoulés. Donc du coup loolu tamit boo amul doole benn instant bi ñooñu ñëwee et tout ak seen matériel ak seen truc après ñu dem bàyyi ma si sama cellule sama chambre non mënu moon téye sama rangoon. Le traitement thérapeutique des patients atteints du Covid-19, c'est en partie l'administration de chloroquine.
Et pour Bakary Cissé, cela a bien marché pour lui. Effectivement, 72 heures après, ñu commencé ñu ko jox man bu ma ko commencé jël wax dëgg yàlla ci laa gis amélioration une nette amélioration parce que affaire bi diñ ko def duñ la joxe overdose da ngay jël matin benn comprimé midi benn comprimé le soir benn comprimé. Aujourd'hui, Bakary est guéri du Covid-19, mais son ami Pape Diouf, lui, a succombé. Une plaie toujours ouverte dans son cœur. ndax di ko xamante ne ku saraw la ci man. Et puis ce constat quasi général, les personnes atteintes du Covid-19 et même celles guéries font l'objet de stigmatisation et parfois même de rejet par le voisinage, une situation que les victimes de la maladie vivent difficilement. Il faut donc faire recours à des psychologues pour leur remonter le moral et c'est en ce sens que le ministère de la Santé a mis en place des cellules de ce genre dans 6 régions. Mais pour le psychologue Serigne Larbib Ndiaye, il est temps de mener une campagne de sensibilisation dans ce sens. C'est un sujet d'Anna Rocha. À l'hôpital, en confinement et même une fois à la maison, les personnes atteintes du nouveau coronavirus et leurs proches subissent les regards méfiants de la société. Cela ne devrait pas être le cas selon le docteur Serigne Larbib Ndiaye, psychologue, président de l'Association sénégalaise pour le développement de la psychologie appliquée, ASDEPA. Il n'y a pas à avoir honte d'avoir été une fois victime du Covid-19. Bien, des fois, les personnes qui sont mises en quarantaine et qui n'ont développé aucun signe de maladie sont des fois rejetées par l'entourage. Et je crois que ça, c'est pas une bonne attitude. Conscient de la situation, le ministère de la Santé a mis en place une assistance psychosociale. Dr Aram Topsen est la directrice de l'action sociale. On les suit. Nous sommes toujours avec la cellule psychosociale qui est au niveau de la direction santé mentale, au niveau de la direction générale de la santé, qui travaille avec nos assistants sociaux, services déconcentrés de l'action sociale, qui font des appels téléphoniques qui nous permettent de les prendre en. RFM, la radio de toute l'actualité. Nous reviendrons sur ce sujet lors de nos prochaines éditions. Toutes nos excuses pour cette coupure intempestive. Parlons maintenant du paquet de mesures économiques, financières et sociales prises par le gouvernement pour atténuer l'impact de la pandémie du Covid-19 sur les entreprises et les ménages sénégalais. Mesures annoncées par le président Macky Sall le 3 avril dernier. S'agissant de l'effacement des factures d'eau et d'électricité pour un bimestre et en faveur des ménages les plus vulnérables, la mesure sera détaillée et précisée par le ministre en charge de l'énergie, Makhtar Cissé, et son homologue, Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'eau et de l'assainissement. Ils seront tous les deux tout à l'heure à 14h, donc, en conférence de presse conjointe au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Je rappelle que cette remise concerne 975 522 ménages pour l'électricité pour un montant de 15 milliards de francs CFA et 670 000 ménages pour l'eau pour un montant de 3 milliards de francs CFA. L'État du Sénégal qui a déjà récolté 10 milliards de francs CFA comme contribution dans le cadre de la lutte contre le Covid, les partenaires financiers vont également mettre la main à la poche pour plus de 500 milliards de francs CFA. El Hadj Ndiogou Diène. L'argent est le nerf de la guerre. Cet adage, les Sénégalais l'ont bien compris, raison pour laquelle ils se sont mobilisés pour appuyer l'État dans l'effort de guerre contre la pandémie du coronavirus. À la date de vendredi dernier, un montant de plus de 10 milliards a été comptabilisé comme contribution d'entreprises et de particuliers. Les partenaires techniques et financiers ne sont pas en reste. C'est ainsi que le FMI, le Fonds monétaire international, s'est engagé pour 264 milliards au titre des DTS, les droits de tirage spéciaux. La Banque mondiale va contribuer à hauteur de 138 milliards de francs CFA, la Banque islamique de développement 98 milliards, la Banque africaine de développement 100 milliards, la Banque ouest africaine de développement, la BOAD, 26 milliards de francs CFA. Il reste toutefois la contribution de l'Union européenne qui est attendue, mais les 27 ne se sont pas entendus sur la question de leur aide aux pays africains lors de leur réunion tenue la semaine écoulée. Au plan interne, l'État, dans le cadre du recadrage budgétaire, prévoit de dégager une enveloppe de 414 milliards pour le fonds Force Covid-19, ce qui va permettre d'atteindre les 1000 milliards annoncés pour ce fonds par le président de la République. Le gouvernement va dégager sur fonds propres 109 milliards pour l'aide alimentaire, 104
milliards pour la santé, 12,5 milliards pour la diaspora, sans compter les 15 milliards pour la prise en charge d'un bimestre de facture d'électricité pour la tranche sociale et 3 milliards pour la prise en charge d'un bimestre de facture d'eau pour la tranche sociale. À cela s'ajoutent les 200 milliards de francs CFA de remise fiscale pour les entreprises relevant de plusieurs secteurs d'activité. Parlons maintenant de la suspension des audiences dans les cours et tribunaux qui reste maintenue jusqu'au 4 mai prochain. D'après le ministre de la Justice, cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'état d'urgence qui a été prolongé. Il révèle que des instructions ont été données aux procureurs pour éviter au maximum les mandats de dépôt. Maître Malik Sall est interrogé par El Hadj Ndiogou Diène. Cette décision suivra la nouvelle décision que le président de la République a prise pour effectivement reporter le tout au 4 mai. Donc les audiences restent suspendues jusqu'au 4 mai au plus tôt. Donc en vérité, vous savez, nous sommes dans un état de guerre, comme on dit, dans une pandémie qui a amené l'Assemblée nationale à habiliter le président justement à légiférer. Donc une situation pareille, effectivement, n'est pas compatible avec le fonctionnement normal des institutions. Qu'en est-il des audiences en flagrant délit? Parce qu'on a constaté qu'elles continuent de se tenir. Les flagrants délits, encore que même les flagrants délits véritablement n'ont pas lieu pour la simple raison que c'est uniquement là où il y a un avocat, un magistrat et un greffier. Mais toute audience qui nécessite la présence de 5 personnes n'aura pas lieu. Donc les flagrants délits, si c'est juste une personne qui passe avec un avocat, ça, il n'y a aucun problème. Mais même les audiences de flagrants délits, vous le remarquerez, parce que les dispositions ont été prises pour que les procureurs évitent les mandats de dépôt. Donc toute infraction qui n'emporte pas plus de 6 mois de peine, des instructions ont été données pour que le procureur ne décerne pas le mandat de dépôt dans ces cas-là. Et qu'à la limite, si la personne doit être poursuivie, le procureur effectivement l'inculpe, mais le met immédiatement à liberté provisoire. À 12h15, la presse sénégalaise parmi les bénéficiaires des mesures d'atténuation de l'impact du Covid-19. Sur la TFM, le ministre de l'économie, du plan et de la coopération a annoncé le 3 avril dernier que l'aide à la presse sera augmentée de 300 millions de francs CFA et sera payée dans les meilleurs délais. Je vous propose d'entendre Amadou Hott à ce sujet. L'aide de la presse d'ailleurs qui a été augmentée par rapport à ce qu'elle était chaque année pour permettre également à la presse de continuer à jouer son rôle et aussi d'atténuer aussi l'impact sur la presse. Parce que quand l'aide de la presse a été augmentée de combien? On sera à 1 milliard de francs CFA cette année. Contre 700 millions. Contre 700 millions ces dernières années. Voilà, donc c'est ça que le président de la République a décidé, ce que nous avons aujourd'hui dans le plan. Justement, le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse se dit surpris de l'annonce du ministre de l'économie, Amadou Hott, a déclaré, vous l'avez entendu, vendredi dernier, donc, que l'aide à la presse sera portée de 700 millions à 1 milliard de francs CFA. Le patron du CEDEPS, le président pour le patron du CEDEPS, le président de la République avait promis un doublement du montant actuel. Mamadou Ibra Kane est joint par El Hadj Ndiogou Diène. Nous avons été reçus, tous les acteurs des médias, nous avons été reçus par le président de la République le vendredi 27 mars. Et à cette occasion, le président de la République nous a donné une bonne nouvelle, en ce sens que l'aide à la presse, le montant de l'aide à la presse sera doublé. Et donc, je ne peux cautionner que la parole du président de la République. J'étais présent moi-même au nom du patronat de la presse. Il y avait appel, l'association des professionnels de la presse en ligne. Il y avait la convention des jeunes reporters. Il y avait le SENPIX et il y avait l'URAC. Donc devant les différents représentants des acteurs des médias, des organisations des acteurs des médias, le président de la République nous a annoncé donc le doublement du montant de l'aide à la presse. Donc ce n'est pas le montant que vous avez dit, mais un montant beaucoup plus supérieur qui nous a été promis par le président de la République. Et au sortir de cette rencontre-là, devant la presse, nous avons réaffirmé cet engagement du président de la République en français.
jours depuis quelques semaines sur les secteurs d'activité, les métiers les plus impactés par la pandémie du Covid-19, cette pandémie du coronavirus qui a des effets sur les reporters photographes. Ils sont obligés maintenant de fouiller dans leur banque d'images pour illustrer les articles de presse. Cependant, certains continuent le travail de terrain, mais de manière timide. Reportage Amadou Sabarba. Eux aussi, ils sont en mode télétravail. Ces photojournalistes ne chôment pas en cette période de pandémie. Plus de couverture médiatique, mais Boubacar Badji du site en ligne CNE+, a déjà anticipé sur la situation. On est confiné à la maison pour la plupart d'entre nous. C'est qu'au début de la maladie, l'opportunité de prendre des photos, plusieurs vues. Parmi ces photos, il y avait plusieurs photos que la rédaction n'avait pas utilisées. Mais nous, en tant que photojournalistes, on a une lecture d'anticipation. Quand on a autant de photos, on garde les photos. Peut-être que d'ici 2 jours ou 3 jours, on aura un article qu'on pourra illustrer avec les photos qui n'ont pas été illustrées. Je vais sur le terrain selon les reportages définis par le coordonnateur de la rédaction. Il arrive que je prenne mes propres initiatives de faire un reportage sur la sensibilisation, sur l'économie ou sur les difficultés liées au coronavirus et le proposer. Au-delà de sa banque d'images, le photojournaliste de l'As Quotidien a d'autres astuces. Vienya utilise ses relations avec certains agents de l'administration pour avoir des photos officielles. Pour les activités présidentielles, la cellule presse du palais a mon adresse mail. Du coup, je reçois toutes les photos. C'est pareil pour le ministère de la Santé. Je coordonne avec le photographe. Ensuite, je partage avec les autres collègues. Sinon, j'ai ma banque d'images comme tout bon photojournaliste. Avec le coronavirus, pas de répit pour ces photojournalistes. Ces professionnels de l'image puisent de leur gibecière pour participer à la confection du journal quotidien ou pour illustrer des articles de presse en ligne. Et puis, il y a les chirurgiens dentistes qui font partie des personnels de santé les plus exposés à cause de leur proximité avec leurs patients. Sur la base d'un protocole de soins, ils prennent des mesures de précaution à Wambaye. Actuellement, on a ressenti qu'il n'y a pas beaucoup de malades. C'est l'effet du coronavirus. Les salles d'attente des cabinets dentaires sont presque vides. Dr Awa Diouf est chirurgien dentiste au poste de santé de Yoff Apexi. Elle précise que seuls les cas urgents sont pris en charge. Actuellement, on ne prend que les urgences. Et ces patients, avant d'entrer dans la salle de soins, respectent ces mesures. Une fois que le malade est arrivé en consultation, on a mis un dispositif de lavage des mains pour que le malade puisse se laver les mains avec de l'eau et du savon avant d'entrer au cabinet, au niveau de l'entrée de la structure même. Après cette étape, ils sont soumis à un interrogatoire. On lui demande s'il n'a pas de pathologie particulière, s'il a des symptômes de mal de tête ou bien de gorge irritée ou tout, ou s'il n'a pas eu de la fièvre récemment. Docteur Mamadou Moustapha Wan, officie dans le privé, lui aussi respecte le même protocole suivi par le docteur Awa Diouf. Pour le praticien, il faut qu'il soit équipé d'un masque FFP2, une net de protection, une blouse de Charlotte et des gants à usage unique et lever l'urgence. Comme le Sénégal n'est pas dans un confinement total, le privé est obligé de recevoir les patients, mais dans des normes de sécurité. On est obligé de les gérer, mais ils viennent parce que le problème dentaire, il y en aura toujours et il y en aura toujours. Maintenant, dans le contexte actuel, il faut pouvoir les gérer. Les chirurgiens dentistes font partie des personnels de santé les plus exposés puisqu'ils sont à une vingtaine de centimètres de la cavité buccale du patient. Le matériel utilisé pour les soins peut être aussi un facteur de contamination et de dissémination du virus. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Barthélémy Ngom. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. Antonio Guterres exhorte les États à protéger les femmes des violences domestiques. Eh bien, c'est parce que selon le secrétaire général de l'ONU, le confinement de près de 3 milliards de personnes à travers le monde dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus a engendré une augmentation des violences dans les foyers dans plusieurs pays. Salimata Aou.
C'est un deuxième appel du secrétaire général des Nations Unies qui concerne les violences de genre, celles faites aux femmes au sein même des foyers, des violences qui ont progressé dans de nombreux pays comme l'Inde, l'Argentine, la Turquie, entre autres. Selon Antonio Guterres, ces dernières semaines, le monde a connu une horrible flambée de violences domestiques. Il a exhorté les gouvernements à prendre des mesures de prévention de la violence contre les femmes et à prévoir des recours pour les victimes dans le cadre de leur plan d'action national face à la pandémie du Covid-19. Antonio Guterres a notamment demandé la mise en place de systèmes d'alerte d'urgence dans les pharmacies et les magasins d'alimentation. Ceci pour permettre à ces femmes victimes de demander de l'aide de manière sûre sans que ceux qui les maltraitent s'en rendent compte. La première semaine de restrictions en Afrique du Sud s'est traduite par près de 90 000 plaintes de violence, tandis qu'en France, la violence domestique a cru d'un tiers en une semaine. 7 civils tués par 2 kamikazes de Boko Haram au Cameroun. Pendant que toute la planète Souleymane se bat contre le coronavirus, les terroristes poursuivent plutôt leur sale besogne. Soda Thiam revient sur ce double attentat qui, vous l'avez dit, donc a fait 7 morts, tous des civils. L'attaque s'est produite à Amchide, une localité située à la frontière avec le Nigeria, faisant 7 morts et 14 blessés. Parmi les 7 victimes, il y a un chef de village et 2 adolescents d'environ 15 ans, précise une autorité locale selon l'AFP. Les victimes retournaient chez elles. Malheureusement, elles traversaient une zone où les autorités déconseillent les déplacements après 18 heures en raison des risques d'attaque de djihadistes. Au Cameroun, la région de l'extrême nord est régulièrement la cible d'attaques meurtrières de Boko Haram. Selon Amnesty International, au moins 275 personnes, dont une majorité de civils, ont été tuées en 2019 dans l'extrême nord. Petit carrefour commercial stratégique dans les échanges commerciaux entre le Cameroun et le Nigeria, Amchide a été l'un des épicentres du conflit opposant soldats camerounais et combattants de Boko Haram. Né au Nigeria en 2009, l'insurrection de Boko Haram s'est peu à peu propagée dans d'autres pays de la région et l'armée camerounaise s'oppose frontalement à ces combattants depuis 2014. Le chef de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, enlevé le 25 mars dernier, va bien. C'est ce qu'a déclaré en tout cas sa formation politique, l'Union pour la République et la démocratie, ajoute dans son communiqué que des négociations se poursuivent avec ses ravisseurs. Soumaïla Cissé, âgé de 70 ans, a été enlevé avec une douzaine de membres de sa délégation alors qu'ils étaient en déplacement dans son fief électoral de Niafunké, c'est dans la région de Tombouctou au Nord Mali, dans le cadre de la campagne pour les législatives du 29 mars dernier. Le garde du corps de Soumaïla Cissé a été d'ailleurs tué lors de l'enlèvement et 2 autres membres de son entourage blessés. Soumaïla Cissé va donc bien et l'espoir est permis selon le communiqué de l'URD qui rappelle que 8 autres membres de la délégation ont été remis en liberté. Seul Soumaïla Cissé reste encore entre les mains des ravisseurs. RDC, Vital Kamere, convoqué par le parquet, son parti dénonce un acharnement. Le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi a été convoqué par la cour de Kinshasa qui enquête sur les présumés détournements de fonds alloués au programme d'urgence du président congolais. Plusieurs interpellations ont d'ailleurs eu lieu en mars dernier, notamment des chefs d'entreprise privés et publics. La plupart parmi eux ont été envoyés en prison avant d'être libérés. Le parti de Vital Kamere, l'UNC, vous l'avez dit, Souleymane, dénonce ce qu'il qualifie d'acharnement et de campagne de diabolisation contre leur leader. Une campagne selon toujours l'UNC qui vise à déstabiliser la coalition présidentielle. Il faut donc dire que cette affaire des 15 milliards de dollars a fini de créer un malaise à la présidence congolaise. Merci Barthélémy Ngom. RFM, la radio de toute l'actualité. L'actualité du Covid en Afrique et dans le monde, Coronews présenté par Youssouf Bodian. Depuis 2 jours, la situation du coronavirus semble se stabiliser au Sénégal avec moins de 10 cas positifs en 48 heures. Pas de cas importés, mais on note le retour des cas communautaires au nombre de 2. Plusieurs cas contacts confinés sous surveillance médicale. Le Sénégal collabore avec une entreprise britannique pour mettre au point un test rapide et simple. Son coût, $1, environ un peu plus de 500 francs CFA l'unité selon la BBC. En attendant, le Sénégal n'envisage pas pour le moment des tests massifs selon l'administrateur de l'Institut Pasteur qui était devant le grand jury de RFM. En revanche, au Cameroun, les tests de dépistage massifs au coronavirus ont démarré. 800 tests ont été effectués ce vendredi 3 avril, en majorité sur des voyageurs.
Le ministre de la Santé publique affirme que 203 d'entre eux sont positifs, mais asymptomatiques, qu'il faut sortir de la communauté et traiter. Le Cameroun compte 658 cas positifs, 9 décès pour 17 patients guéris. Sur le continent, il y a plus de 8916 cas confirmés dans 51 pays pour plus de 399 décès. L'Algérie compte le plus grand nombre de décès, 152 pour 1320 cas confirmés. L'Égypte est en deuxième position avec 78 morts et 1173 cas. Le Maroc, qui compte 71 morts, a dépassé la barre de 1000 cas. En Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso est le pays le plus touché avec 345 cas, dont 17 morts. En Côte d'Ivoire, des habitants de Yopougon, quartier populaire d'Abidjan, ont violemment démantelé un centre en construction dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Le pays compte à ce jour 261 cas, dont 3 décès et 37 patients guéris. En Tunisie, un robot de la police a été déployé pour patrouiller dans les quartiers de la capitale. Il doit s'assurer que les gens observent le confinement exigé par les autorités. S'il constate que quelqu'un marche dans les rues largement désertées de Tunis, le robot s'approche de lui pour lui demander pourquoi il est dehors. Si ces arguments ne sont pas convaincants, la police intervient. La pandémie a fait au moins 68 125 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. Ce lundi, 1 245 000 personnes testées positives ont été recensées dans 188 pays. Des signes encourageants apparaissent timidement en Europe où ont été dénombrés plus de 70% des décès. En Italie, la courbe a commencé sa descente selon les autorités. Le pays a enregistré 525 morts en un jour, le nombre le plus bas depuis plus de 2 semaines, dans un pays qui a enregistré plus de 16 000 décès. En Espagne, la pandémie a fait 637 morts en 24 heures. Un bilan en baisse pour le 4e jour de suite et le chiffre le plus bas depuis 13 jours selon les chiffres donnés lundi par le ministère de la Santé. L'Espagne compte aujourd'hui 13 055 morts pour plus de 135 000 personnes contaminées. Aux États-Unis, 1200 personnes sont mortes des suites du coronavirus au cours des dernières 24 heures. Au total, le pays de Trump a recensé 337 072 cas d'infection et déplore 9 633 décès, dont plus de 4 200 pour le seul État de New York, épicentre de la pandémie. Nous terminons ce Corona News avec le point sur la recherche. La France va démarrer un essai clinique Covid-Plasma visant à tester l'efficacité de la transfusion de plasma de patients convalescents du Covid-19 dans le traitement de la maladie. Les prélèvements ciblés débuteront demain mardi 7 avril dans 3 régions de France. 200 patients guéris du Covid-19 seront ainsi invités personnellement à donner 600 ml de leur plasma. Les donneurs devront être guéris depuis au moins 14 jours. 60 patients seront inclus dans l'essai clinique qui va se dérouler dans différents hôpitaux du pays. La moitié bénéficiera de l'apport en plasma convalescent. 2 unités de plasma de patients convalescents de 200 à 220 ml chacune seront transfusées au 6e jour. Une première évaluation pourra être rendue 2 à 3 semaines après le début de l'essai clinique. En fonction de l'efficacité du traitement et de l'absence d'apparition d'effets secondaires délétères, l'essai clinique pourra être élargi à un nouveau groupe de patients. En attendant, la chloroquine reste le médicament utilisé dans plusieurs pays pour soigner le coronavirus. RFM, la presse du jour. La presse de ce lundi 6 avril 2020, lui, est commentée par Mohamed Alimouba. Bonjour. Il était attendu pour venir en aide au plus vite au Gorgorlou terrassé par la crise du Covid-19. Le chef de l'État n'a pas dessus son monde. Macky Sall, papa providence, a dégainé. Il a perfusé le pays à coups de milliards pour éviter un désastre social. Bicheron Vox Populi, plus de 15 milliards pour les factures d'électricité, 3 milliards pour les factures d'eau, plus de 300 milliards pour le paiement des fournisseurs de l'État. Et pour couronner le tout, 69 milliards en vivres au bénéfice d'1 million de ménages éligibles. Autant dire avec Sud Quotidien que Macky active son plan, pas n'importe lequel. Il s'agit d'un plan Marshall, éponyme à un autre celui-là du général américain. Marshall étant rappelé que ce plan américain a été mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour aider à la reconstruction de l'Europe et qu'en contrepartie, les pays européens acceptaient de se conformer à la politique capitaliste des États-Unis, Macky a de qui tenir. En réalité, les entreprises bénéficiaires, par exemple, des remises et suspensions d'impôts, devraient s'engager à maintenir le travailleur en activité pour la durée de la crise ou à payer plus de 70% du salaire des employés mis en chômage technique pendant cette période. Pour le Soleil
Macky Sall rassure les Sénégalais. Mais l'observateur ne partage pas cet avis et c'est le moins que l'on puisse dire, ou plus précisément, ces experts qui diagnostiquent son plan. Et c'est le fiscaliste Dr Aboubakri Sadikh Diagne qui se lance pour dire que ces mesures sont des pertes en recettes inutiles. On risque de passer d'une récession à une dépression, avertit l'expert en prospective, Dr Cheikh Tidiane Ndour. Moins critique, l'économiste Khadim Bamba Diagne estime que le programme est pertinent, mais le pilotage stratégique pose problème. Le Covid-19, la guerre contre la pandémie, en tout 222 cas, 82 guéris, 2 décès, 137 malades sous traitement. Le Sénégal sur la bonne voie, mais attention à l'équation des cas communautaires, alerte le journal LAS. Absence notée des cas importés et une baisse notoire des cas à contact, mais il faut se battre sur le front de la chaîne de transmission communautaire. De l'indignation ce matin dans le journal Enquête, indignation continentale portée par le journal Enquête au sujet du vaccin test en Afrique. Indignation et colère d'ailleurs animent le continent depuis que 2 sommités de la santé française ont dévoilé un projet de vaccin test en Afrique contre le Covid-19. Dr Mira affirme que le texte sera effectif dès ce 8 avril avec l'accord des pays africains. Le ministre de la Santé du Sénégal, Abdoulaye Diouf Sarr, rejette lui toute idée de test au Sénégal. Dans le journal Source A, 7 commerçants en garde à vue, 11 chauffeurs des Allo Dakar déférés pour avoir nuitamment violé le couvre-feu. Le confrère nous dit que les mises en cause ont été arrêtées la main dans le sac par les éléments du commissariat spécial de Touba entre 3 et 4 heures du matin en train de prendre des passagers à Touba pour les convoyer à Dakar. Chaque voyageur devait débourser 15 000 francs CFA pour rallier Dakar, là où le tarif variait auparavant entre 5 000 et 7 000 francs CFA. Les autorisations de circuler vendues au marché noir, le journal Vox Populi nous dit que ces documents gratuits étaient écoulés par des fonctionnaires véreux, selon le préfet de Thiès, entre 25 000 et 30 000 francs CFA. Un ASP dans le coup, il dirigeait la mafia selon le journal Libération. Une soirée privée qui vire au drame, meurtre ou overdose lors d'une virée entre fils à papa, se demande le journal LAS. Le confrère note que Iba Thiam est en tout cas décédé et 4 hommes et 2 filles sont présentement en garde à vue. Enquête parle de fin tragique d'une fille à papa. Un confinement mortel entre fils de riches aux Almadies, écrit Vox Populi. Iba est morte lors d'une soirée arrosée d'alcool et saupoudrée de drogue. Selon le confrère, les suspects ont été arrêtés. Propriétaire de l'appartement, la fille de Baba Yao, entendu. Une demi-dizaine de personnes recherchées, dont un trafiquant de drogue. Et puis sport à la une du journaliste Stade Quotidien, les Lions et la Tanière. Kalidou Koulibaly, la muraille de fer. 42 sélections, une passe décisive. Sa première sélection remonte au match contre la Namibie. Seuls 7 matchs ratés en près de 5 ans. Une nouvelle dimension pour sa première avec le brassard de capitaine. Dans le journal Sunulam, Abdoulaye Makhtar Diop vole au secours des arbitres. Ces histoires de préavis, cela ne tient pas la route, dit-il. Si Sitor Ndour est nommé par arrêté, aucune commission du CNG n'a le pouvoir de le radier. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait une grève de 2 jours qu'on doit le remercier, le radier. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h36, bienvenue à Point de vue. La riposte sanitaire et socio-économique contre le Covid-19 au Sénégal. Le fameux programme de résilience économique et sociale doté d'un budget de 1000 milliards de francs CFA, passé à la loupe, notamment dans son volet socio-économique avec nos 2 invités. J'ai nommé M. Moubarak Lo, directeur général du bureau de prospective économique. M. Lo, bonjour. Oui, bonjour Souleymane. Bonjour à vous également. Maïssa Babou, économiste enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour Maïssa Babou. Bonjour Souleymane. Alors Moubarak Lo, d'abord, nous savons maintenant, à la faveur d'une interview accordée par le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du Budget, à nos confrères de Libération, comment seront donc... d'où viennent les ressources qui serviront à alimenter
donc ce programme, le budget de ce programme. En l'occurrence, il y a 586 milliards de francs CFA qui viendront des partenaires techniques et financiers du Sénégal et 413 milliards de francs CFA dans le cadre du recadrage du budget déjà existant. Quel est votre commentaire sur cette répartition de la provenance des ressources, Moubarak Lo? Bon, ce que vous avez indiqué, c'est plutôt la répartition des ressources. C'est relativement équilibré, donc un peu moins de la moitié pour les efforts budgétaires de l'État et le reste qui est mobilisé auprès de partenaires, donc essentiellement des prêts. Il ne faut pas l'oublier, c'est pas des dons. C'est cela, parce que ça vient généralement des banques BAD, donc Banque africaine de développement, BOAD, Banque islamique de développement, la Banque mondiale, 4 banques multilatérales et les FMI. Oui, c'est ça. Donc ce seront des prêts. Oui, c'est des prêts. Parce que pour l'essentiel, c'est des prêts. Je ne connais pas exactement chaque bailleur ce qu'il fait, mais dans l'ensemble, pour l'essentiel, c'est des prêts. Vous trouvez donc que c'est une répartition, disons, équitable de l'effort entre les ressources propres du Sénégal et les ressources tirées de l'extérieur? Bon, vous savez, il y a une crise aujourd'hui qu'il faut gérer au mieux. Donc, il fallait mobiliser des ressources. Le président de la République a fixé un objectif de 1000 milliards. Maintenant, il appartient au gouvernement, notamment au ministre des Finances, de mobiliser ces 1000 milliards. Maintenant, il y a ce que veut le président et ce que permet le budget. Donc, le ministre des Finances a dû jouer, disons, l'équilibriste en grignotant sur les dépenses déjà existantes, en réarrangeant le budget, et donc il a pu dégager des économies, faire également des dépenses fiscales donc, qui vont augmenter le niveau du déficit budgétaire. Et pour le reste, maintenant, solliciter les partenaires. Je reviendrai là-dessus avec vous tout à l'heure. Meissa Babou, quelle est votre appréciation, vous, de cette répartition de l'effort entre les ressources propres du Sénégal et les ressources empruntées à ces différentes institutions bancaires internationales? Merci Suleiman, je salue mon ami Moubarak. Je voudrais peut-être souligner quand même un fait que j'ai toujours dit et défendu, qu'en principe, dans ces circonstances-là, je croyais que sur un budget de plus de 4 000 milliards, le Sénégal pouvait effectivement, tout seul, sortir 1 000 milliards, voire 2 000 milliards, presque la moitié de son budget, pour l'effort de guerre, parce que cette année est perdue, quasiment. Tout est à l'arrêt, il fallait peut-être, avant l'apport financier des partenaires, parce que la fin de la crise risque d'être encore plus difficile. Je croyais que le Sénégal pouvait à lui seul sortir 1 000 milliards de son budget. Pourquoi il ne l'a pas fait d'après vous? Je ne sais pas, c'est peut-être un choix, mais nous surcharger pour le moment, alors que nous ne sommes pas encore à la fin de cette crise-là, le Sénégal, pour seulement 400 milliards, moi je crois que je me suis demandé qu'est-ce qu'on va faire du reste du budget. Parce que de toute façon, cette année est perdue. Tout le monde sait que d'ici le mois de juillet, ce sera pratiquement rien du tout. Ce sera après l'hivernage et la fin de l'année. Donc, si nous sommes dans ce cas d'espèce, moi je crois que le mieux serait quand même de sacrifier beaucoup de petites choses, et voire même un peu des charges de fonctionnement, pour quand même prendre en charge correctement toutes les revendications, parce qu'on y reviendra tout à l'heure certainement, pour mettre quand même suffisamment de moyens par rapport à une situation sociale extrêmement délicate, au lieu de faire un ciblage qui peut-être, par manque de moyens, risque quand même d'affecter d'autres compatriotes. Moubarak Lo, la question de Meissa Babou se justifie également par le fait que des économies qui ont été annoncées dans le cadre de ce programme ont déjà été annoncées avant même la crise du Covid-19, notamment en ce qui concerne le fonctionnement, les consommations en téléphone, les commandes de voitures, etc. On revient encore là-dessus. Est-ce qu'il y a des mesures véritablement nouvelles en matière
de marge budgétaire pour faire face à la situation actuelle? Oui, c'est clair que au niveau fonctionnement, l'État avait déjà fait l'essentiel. Mais au niveau investissement, il y a des investissements qui vont être décalés. Oui, ça c'est nouveau, absolument. Cette année. Maintenant, je réponds un peu à Babou mon ami Babou qui disait tout à l'heure pourquoi l'État n'a pas mis 2000 milliards. Il faut savoir que dans le budget, c'est vrai que tout est pas arrêté, mais au moins il y a beaucoup. L'activité est ralentie aujourd'hui, mais l'État va continuer à payer intégralement la charge salariale, qui est quand même à plus de 800 milliards de francs CFA. Voilà, c'est beaucoup. 871. Voilà, avec la charge de la dette aussi. 364 milliards. N'ont pas indiqué qu'il y a une annulation ou qu'ils repoussent le paiement des échéances, l'État est obligé de budgétiser les charges d'intérêt et que ce soit le service ou les charges de la dette. Donc, la marge de manœuvre n'est pas aussi importante. Parce que n'oubliez pas que dans le budget de 4 000 milliards, c'est pas l'État qui fait tout. Parce que dans ce budget, vous avez également les interventions des partenaires, vous avez le déficit budgétaire lui-même, qui est financé par endettement, pour l'essentiel. Et donc, voilà. Donc, tout ça permet de dire que la marge de manœuvre n'était pas très importante. Et je pense que l'État a fait un grand effort pour pouvoir économiser la moitié de la somme pour pouvoir prendre ça en charge. Je pense que c'est un effort important. Très bien. Mais Babou, justement, vous évoquiez tout à l'heure les revendications. Qu'est-ce que vous voulez ajouter à cela? Ces revendications-là, je suis d'accord sur peut-être les mesures prises à l'encontre des entreprises, le différé des impôts, des remises même fiscales, mais au niveau social, je me rends compte qu'en ciblant 1 million de ménages pour 8 millions de personnes, d'après en tout cas leurs propres statistiques, je me rends compte qu'il reste encore 1 million de ménages et encore 8 millions de Sénégalais. Or, j'ai discuté avec, par exemple, des gens qui sont dans des métiers nobles, par exemple des bijoutiers qui me disent on ne voit même plus de clients. J'ai même interrogé un boutiquier vendeur de quincaillerie. Il m'a dit que les gens là actuellement depuis presque un mois ne sont plus intéressés par ça parce que de toute façon tous les chantiers sont à l'arrêt. Ce qui veut dire quoi? Que si vous prenez 60% des ruraux, vous y ajoutez tous les artisans, le menuisier, le maçon, etc. Ces gens-là, s'ils vivent en ville, ils ne sont plus dans la tranche sociale parce qu'en ville, vous êtes obligé d'être dans une maison où il y a le minimum, il y a un frigo, il y a 1 ou 2 ventilateurs. Pour un oui, pour un non, vous êtes à 25 000 francs, voire 30 000 francs d'électricité. Et un peu plus comme ça d'eau. Et si on prend simplement donc ces factures-là comme tranche sociale, on risque de laisser en rade beaucoup d'acteurs de l'artisanat, des marchands ambulants, pourquoi pas, parce que c'est en zone urbaine. Par conséquent, moi je crois que si vous faites l'addition des ruraux, des marchands ambulants, des artisans, vous risquez d'être à 90% des Sénégalais. Je prends l'exemple de cet enseignant qui se débrouille, qui n'est embauché nulle part, mais par exemple qui fait des heures dans 2, 3, 4 écoles et qui sortait peut-être les fins de mois avec 500, 600 000 et qui vivait très bien. Celui-là aujourd'hui est impacté, etc. Pour dire que le ciblage de 1 million, ou simplement parce qu'on ne peut pas dépasser 69, 70 milliards, moi je crois que s'il fallait mettre même 120 milliards pour prendre en charge l'essentiel, en tout cas des Sénégalais, et qui sont impactés, il fallait peut-être non pas prendre un ciblage de 1 million, mais plutôt diminuer les prix à hauteur de 50%. Si le confinement devient total,
pourquoi pas pousser le bouchon jusqu'à 75%. Très bien. Parce que quand même, les gens ne travaillent plus. On aura les détails tout à l'heure de cet aspect du package proposé par le gouvernement et en l'occurrence par le président de la République cet après-midi lors de la conférence de presse conjointe du ministre en charge de l'eau et du ministre en charge de l'énergie. Moubarak Lo, cette question nous amène à la destination justement de ce montant, les 1000 milliards. Quelle est la cohérence générale? Parce que, voyez-vous, il y aura un effet domino sur tous les secteurs. Comment le gouvernement s'est-il évertué, selon vous, à faire en sorte que personne ne soit laissé en rade? Par exemple, ceux qui ont été cités tout à l'heure par Maïssa Babou, qui sont entre deux eaux, disons, qui ne sont ni trop riches ni trop pauvres, disons. Il faudra sans doute réévaluer la situation de ces personnes. Parce que le gouvernement a pu cibler, disons, les 40% des ménages les plus pauvres. Parce que vous savez, dans ce type d'exercice, vous êtes obligé de faire des choix. Et donc, le calcul n'a pas été fait sur la base du montant qu'on veut dépasser, mais c'est plutôt par le bas. Donc, on part du nombre des ménages qu'on veut aider. Parce que si vous prenez les quintiles de pauvreté, disons les 40% les plus pauvres, vous pouvez les identifier et vous dites quelle est leur dépense quotidienne et vous le projetez sur 2 mois. C'est ça qui vous donne le montant total que vous devez sortir. Bien évidemment, il a tout à fait raison. Vous avez maintenant tous les 40% restants, parce que les 20%, on peut considérer peut-être qu'ils sont relativement aisés, qui ont besoin d'appui. Effectivement, la solution qu'il a proposée, ça peut être une solution, c'est de réguler les prix et de pouvoir baisser les prix, donc de faire un appui indirect. Et ce n'est pas exclu que peut-être demain que le gouvernement puisse penser à cette solution, pouvoir baisser le prix du sucre, du riz, de l'huile, etc. Il y a une autre proposition qui revient très souvent, c'est l'allègement des prêts. En tout cas du remboursement des prêts pour les particuliers, parce que pour les entreprises, on a bien compris qu'il y aura un mécanisme qui permettra de rééchelonner, mais pour les ménages, la question se pose et il n'y a toujours pas de réponse. Bon, je pense que les prêts, c'est relativement facile. Avec le système bancaire, il doit être possible d'étudier un adoucissement, en tout cas du paiement, voire même des différés, c'est tout à fait possible. Surtout que si l'État et la Banque centrale pouvaient appuyer. Mais le plus difficile aujourd'hui pour moi, c'est ces travailleurs indépendants qui n'ont plus de ressources. Les artisans, les pêcheurs, des transporteurs, etc. Donc, et qui ne sont pas, disons, parmi les 40% pauvres. Et donc, il faudra sans doute, dans certains pays comme le Maroc, on leur a octroyé tous ces travailleurs indépendants l'équivalent de 120 000 francs par mois. Pendant une seule fois, en espérant qu'on va sortir très rapidement de la crise. Donc, l'élément qu'il faut sans doute travailler dans les prochains jours, c'est comment appuyer tous ces travailleurs de l'informel qui ne sont pas ni très pauvres, ni suffisamment riches. Donc, merci en tout cas à tous les deux. Malheureusement, le temps qui nous est imparti arrive à son terme. Merci à Moubarak Lo, directeur général du bureau de prospective économique. Merci à vous, Maïssa Babou, économiste, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous vous retrouverons tous les deux dans l'édition en Wolof. À 12h51, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. À 13h, retrouvez Mamadou Mohamed